Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, on se réunit entre amis, dans la bonne humeur, pour vous parler de tout ce qui s'est passé d'important dans l'industrie merveilleuse et si importante de la tech. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un Cédric Ingrand semi-malade qui a attrapé la plague du CES, la grippe, maladie, juste la grippe, CES, oui, bon. pas la peste. Pas la juste peste la du grippe. CES, presque. Ouais, je pensais que la grippe du CES, qu'on appelle la CES flu, c'était du folklore. C'est pas du folklore. Oui, très bien. Tu vas nous raconter toute ton expérience à ce salon incroyable. Et on a aussi le plaisir de recevoir Marion, qui se joint à nous comme tous les mois. Comment ça va, Marion ? La forme, très bien. Ravi de discuter CES. Oui, toi, tu as eu l'intelligence de ne pas aller au CES et de donc ne pas tomber malade. C'est un choix. En effet, j'ai décidé de refuser le CES cette année. C'est ça. Très bien, t'as eu beaucoup d'intuition de faire ça. On va donc parler du CES, on va aussi parler d'Amazon et de nouvelles manières de faire de la pub. On va parler aussi de Twitter, d'Apple et de leurs nouveaux services qu'ils sont en train de mettre en place, de plein d'autres choses également. Avant ça, je voudrais juste remercier ceux grâce à qui vous écoutez cette émission, ceux qui rendent cette émission possible, c'est-à-dire les patriotes, et en particulier David Faugère, Delvecchior, Sébastien Baudru, Anthony et Gillian Lowe. Merci à vous tous qui choisissez de soutenir financièrement l'émission sur patreon.com/rdvtech. Et si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'elle vous apporte un petit peu de bons moments, de bonne humeur ou de choses intéressantes, vous pouvez vous aussi penser à aller sur patreon.com/rdvtech pour la soutenir. $1 par épisode, c'est rien, presque rien, mais ça compte beaucoup et ça fait très plaisir que vous souteniez l'émission et que vous y croyez. Donc on va parler un petit peu du CES. Le CES, pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous écoutez l'émission depuis un moment, je pense que vous ne l'ignorez pas, mais c'est le grand salon de l'électronique. Dans une caverne. C'est ça. Le grand salon de l'électronique grand public aux États-Unis, qui a un petit peu perdu en importance ces dernières années, je crois qu'on peut le dire, mais qui reste quand même un rendez-vous essentiel. Cédric, toi, tu y es allé plus d'une fois, tu y étais cette année. Peut-être d'une manière générale, qu'est-ce que tu as pensé de ce salon, des tendances, ce que tu en retires ? Ce qui se passe depuis 3 ans est extrêmement marquant, mais il faut comprendre même la configuration physique. Les gens disent pourquoi c'est à Las Vegas, ça pourrait pas être ailleurs. Non, ça pourrait pas être ailleurs malheureusement. Tout simplement parce que Las Vegas est la seule ville qui a l'infrastructure pour accueillir une chose pareille. C'est un peu comme si tu mettais à Paris un salon qui prenne à la fois la porte de Versailles, Villepinte, tous les espaces d'exposition, les grands hôtels, le reste. Et encore, il nous manquerait, la moitié des hôtels. Il faudrait doubler la capacité hôtelière pour y arriver. Donc, ce qui a changé vraiment les dernières années, c'est l'explosion des startups. Il y avait toujours ce hall qui se trouve à côté du Venetian, qu'on appelle le Sands, où il y avait, honnêtement, c'était le truc où on allait aller le dernier jour de CES quand on avait 2-3 heures à tuer, où tu allais voir des revendeurs chinois rigolos qui avaient des gadgets un peu curieux, et puis quelques géos trouvent tout. Tu vois, un peu comme si tu allais voir le concours Lépine. Aujourd'hui, c'est là que tu trouves des milliers de startups du monde entier. C'est devenu presque une expo dans l'expo parce que tu peux en fait y passer ta vie sans aller au convention center dans les grands halls pour aller voir toute l'électronique grand public, la télé, la voiture, le reste. Donc c'est devenu, malheureusement pour moi en tout cas, un salon qui est maintenant presque impossible à voir dans son intégralité. En tout cas, si tu veux tourner des images, j'en connais, on a des amis qui essayent d'en faire l'intégrale, comme Olivier Ezrati, ami et consultant bien connu, qui va publier ses 300 pages de rapport à la fin du mois. Mais il faut être un peu maniaque pour y arriver, quoi. Ouais, il y a des publications qui envoient 20-30 journalistes pour essayer d'avoir tout ce qui se passe là-bas, souvent les publications américaines. Alors, j'ai tendance à dire qu'il perd en importance. Disons qu'il n'y a pas de coup d'éclat, mais il y a quand même des choses intéressantes qui s'y passent. Et puis, c'est surtout un trade show autant qu'un consumer show. C'est là que tous les gens de l'industrie viennent pour trouver des produits, signer des contrats, etc. C'est d'abord un salon professionnel, ouais. Même si... c'est-à-dire que c'est pour présenter de l'électronique grand public, mais c'est les professionnels qui vont. C'est pas les kidam comme nous, enfin comme moi.
Ouais. Historiquement, c'était un salon organisé par l'industrie de l'électronique grand public, donc la télé, la hi-fi, le reste, quand ça a démarré il y a 50 ans. Mais c'était même pas un salon, c'était un événement fait pour remercier les magasins et les revendeurs après la période de Noël, là où évidemment le plus gros des ventes se fait. Donc en gros, ils allaient tous à Las Vegas. On leur montrait vaguement peut-être des ébauches de ce qui allait se profiler pour l'année à venir, mais c'était surtout l'occasion de faire la fête. Ça a vraiment changé. Alors il y a des gens qui vont à CES pour faire la fête. J'en ai rencontré, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et c'est mon 15e CES de suite. Non, c'est vraiment devenu tout autre chose. Et c'est d'abord un salon de business. Ce qui veut dire que c'est pas toujours une vitrine de l'innovation, c'est-à-dire que tu vas tomber sur des choses pas forcément très intéressantes. Tu vois, tu vas avoir un grand stand d'un type qui ne vend que, par exemple, des platines micro-sillons rigolotes. Bon, c'est pas mal, mais en même temps, il a toute vocation à être là parce que c'est un truc qui se vend. Donc c'est un salon où tout ce qui se vend s'expose, en fait. Mais évidemment, avec quand même aussi un rôle de vitrine sur l'avenir, comme on l'a vu sur la télé, sur la mobilité et sur tout le reste. Ouais, j'ai tendance à le décrire de manière un petit peu, j'irais jusqu'à dire chiante. Il y a quand même des choses hyper intéressantes qui s'y passent. Il y a des choses saugrenues qui font les gros titres souvent parce que ça amuse, ça fait rire. Il y a évidemment des trucs comme les toilettes connectées à l'assistant d'Amazon qu'on a vu un petit peu partout, dont on se demande encore un petit peu à quoi ça sert. Mais bon, pourquoi pas ? Si, ça peut pallier un handicap. Oui, par exemple, oui, c'est vrai. Voilà. Il y a des moyens de reconfigurer la salle de bain qui se font à la voix, du coup. Mais en fait, le truc qui est marrant, c'est pourquoi les intégrer aux toilettes, tu vois. Tu peux mettre un assistant dans la salle de bain et ça marche aussi bien. Mais bon, à la limite, ça, c'est anecdotique. Il y a des choses comme des écrans flexibles qu'on a vu beaucoup aussi, des écrans flexibles de qualité moyenne pour des téléphones. Le fameux Royal FlexPi qui, est pas convaincant, on va dire. C'est pas forcément la peine qu'on s'attarde dessus très longtemps parce que Samsung va annoncer le sien dans un mois. Si tu veux en dire deux mots quand même. Si, quand même deux mots, parce que ça y est, j'ai pu mettre la main dessus. Moi, j'avais vu que des images jusque-là. On va dire que c'est un bon proof of concept, comme on dit. C'est-à-dire que c'est, regardez, on peut faire un appareil avec un écran flexible qui tient debout, enfin qui pourrait rendre des services, dont le fait qu'il soit flexible est pas juste un gimmick. Maintenant, on va dire que cette implémentation-là, c'est le début. Maintenant, on va mettre ça dans les mains des vrais professionnels. C'est ça. Et donc, Royal a fait ça de manière un petit peu hâtive, comme parfois des constructeurs chinois le font, et on attend la vraie version avec Samsung qui devrait présenter le sien en février. Peut-être. Peut-être, enfin c'est plus que peut-être, je dirais. On semble avoir. Ah non, c'est vraiment juste peut-être. Ah oui, d'accord. Bon, oui. Moi j'y crois un peu. Il y a un événement le 20 février. C'est ça. Et c'est pas là qu'on va le voir. Ah, d'accord. Bon, jusqu'à plus en pas formé, hein. Je peux me tromper, mais ça en prend pas le chemin. D'accord, bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le 20 février, on va voir le Galaxy S10. Il est possible qu'il ne veuille pas éclipser le S10 avec d'autres appareils. Ça, c'est Par exemple. Vrai. Parce que ça, le S10, c'est quand même le truc qu'ils vont vendre cette année. C'est sûr. Bon, donc ça sera pour le mois de février. On a vu aussi beaucoup d'assistants connectés, d'intelligence artificielle qui pour le coup s'intègrent à plein de produits. Ça, on pourra en parler aussi. Mais vous savez quoi ? Moi, j'ai envie de parler d'un produit un petit peu inattendu qui a été un petit peu la star à la fois des gros titres, mais en même temps, là, je pense qu'il y a une certaine légitimité. Et c'est un produit dont je suis pas certain qu'on puisse dire que c'est un produit vraiment tech au sens classique, au sens électronique. D'ailleurs, on peut pas dire que c'est un produit tech au sens électronique. Plutôt au sens biotech. Ouais, voilà, c'est une tendance que prend la technologie, une tendance claire, la biotechnologie. C'est le steak haché version 2.0 d'une société qui s'appelle Impossible Foods, qui fait un burger avec de la viande sans viande. Enfin, avec du steak qui n'est pas du steak. C'est des produits qui sont entièrement vegan, donc faits à partir de produits végétaux. Le premier avait été présenté il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement. Et le deuxième, donc la version 2.0, d'après tous les retours qu'on en a eus, est extrêmement convaincant, c'est bon, ça a de la texture, même pour les détails un petit peu, dégoûtants. Il y a même ils ont réussi à recréer le sang
de la viande qui est cuite comme il faut. Non, mais on rigole, mais c'est important. Il faut dire qu'on enregistre cette émission à l'heure du déjeuner, donc tout à coup, forcément, tout ça doit être très fin. Non, mais ils ont même fait une version steak tartare, en fait. Incroyable. Une consoeur a testé, moi j'ai pas testé, et qui dit c'était assez convaincant dans l'ensemble. Mais ça fait rigoler parce que la réaction première c'est oh là là, mais un steak sans viande, mais qu'est-ce que vous allez nous inventer? C'est pour les hippies véganes machin. C'est quand même hyper important quoi. Et bien sûr, le bilan carbone de la viande est un truc absolument dégueulasse. Et le problème c'est que on n'a pas encore trouvé d'alternative, si tu veux. On essaye depuis longtemps, hein, tu vois tous les steaks de soja, etc. Mais faut avoir quand même un esprit militant pour se taper un steak de soja en disant bah ouais c'est comme un steak. Ça peut être bon, mais effectivement si on cherche à remplacer la viande pour des gens qui sont pas des vegans convaincus mais qui se disent bah, pourquoi pas, si vous me proposez un truc qui est aussi bien et qui n'est pas de la viande, à la limite, je pourrais me laisser tenter. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui diraient à moi, la viande sans viande, jamais de la vie, mais il y a une question d'empreinte carbone, il y a une question de souffrance des animaux, enfin, il y a plein de problèmes que ça pourrait résoudre. Sûr. Il faut une fois dans sa vie prendre l'autoroute entre Los Angeles et San Francisco, la I-5 qui va du nord vers le sud, et pas la route côtière, hein, juste l'autoroute qui traverse au travers du désert de Californie. Et là, vous passez au travers d'espèces de giga-fermes. Vous pouvez pas les rater hein, parce que 10 km à l'avance, ça commence à sentir très mauvais. Et c'est atroce. Et là, ça fait réfléchir quand même sur... bon, faut dire qu'on est au pays de la viande. Hein. Tu vas à Las Vegas, tu te promènes dans la rue, à partir de 10h15 du matin, ça sent déjà le steak grillé partout. Et tu vas acheter un blouson en cuir et il coûte rien. Et tu dis, mais c'est bizarre, il coûte si peu cher. Bah ouais, on consomme tellement de viande, on sait pas quoi faire du cuir. Donc non, c'est pas un gimmick ce truc, le steak, le vrai faux steak d'Impossible Foods. C'est quelque chose qui a un véritable avenir et il y a un potentiel économique absolument massif. Parce que imagine, je sais pas, qu'une chaîne de burgers l'intègre demain, même avec un surcoût. Bah ouais, je pense qu'on irait. Si c'est en option, quoi. Tu te dis à côté de la. Ouais. Bah, ça va commencer comme ça, mais comme tu le dis, Cédric, il y a un vrai enjeu commercial pour le steak haché de tous les jours, quoi. C'est quand même pas de la viande de grande qualité et ça sera pas fait pour remplacer le steak de restaurant, quoi. Non, ça remplacera pas le T-bone ou la grosse côte de bœuf, mais encore que visiblement ils sont en train de s'attaquer au steak pas haché, qui est sans doute plus difficile à créer, mais ils sont en train de s'attaquer à ça. Mais disons que déjà le steak de burger. Marion, toi, c'est un truc que tu verrais. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse ne pas le voir au moins être intéressant, mais toi, tu serais prête à. Soyons un petit peu extrêmes. Est-ce que tu serais prête à ne plus manger de steak haché de viande si celui-là était convenable ? Ah oui, complètement. Autant dire que moi, je suis pas quand même une grande mangeuse de viande rouge spécifiquement. Alors, le steak saignant, enfin, tu pourras pas m'en faire manger déjà. Donc moi, je suis complètement prête à switcher. J'aurais aucun problème à remplacer. Alors après, ça sera compliqué pour le magret. Tu vois, j'avoue que mon petit magret de temps en temps, genre aux fêtes et tout, voilà. Mais ça reste très exceptionnel. Je veux dire, en effet, je vais prendre de la viande quand je vais au restaurant parce que j'en profite pour avoir de temps en temps une belle pièce de viande. Mais par contre, au quotidien, en fait, je m'aperçois que je ne mange plus jamais de viande rouge en fait, et très peu de viande blanche. Et c'est amusant d'ailleurs qu'ils soient attaqués à la viande rouge, mais ça c'est très américain, alors qu'ils auraient pu commencer par des choses plus simples. Tu vois, si tu arrivais imagine à faire des Impossible Nuggets de poulet, je pense que c'est beaucoup plus simple que de la viande rouge. Trouver des trucs qui vont te recréer le goût vague et la texture du poulet à l'aide d'un peu d'aromates, etc. À mon avis, ça ne doit pas être si compliqué que ça de faire du hashtag vegan chicken. Ouais, peut-être. Et là, c'est sûr que c'est presque c'est un proof of concept, comme on le disait pour le téléphone pliable, mais c'est plus que ça, parce que là, c'est un truc qui est créé, qui existe, que la plupart des gens, enfin, moi, tout ce que j'ai entendu comme retour, c'est que, bah ouais, c'est franchement pas mauvais. C'est peut-être pas le meilleur steak. Enfin, encore, steak haché, effectivement, c'est pas un steak comme on peut l'imaginer dans un contexte de gourmet. Donc, mais admettons, c'est peut-être pas le meilleur steak haché que vous ayez mangé de votre vie, mais c'est
une avancée énorme. Mais oui, comme on l'a dit depuis le début, c'est quelque chose qui a un vrai enjeu. On entre dans le domaine de la biotech plus que de la tech stricto sensu. Et c'est quelque chose qui a là aussi des enjeux monumentaux. Si on pouvait, je dis n'importe quoi, mais réduire de 30 à 50% la consommation de viande aux États-Unis, ils sont vraiment fans, mais même dans les pays occidentaux, ça aurait des conséquences, je crois, je ne veux pas trop m'avancer, mais des conséquences sensibles sur... Surtout sur l'environnement. On rentre même pas dans la question de la souffrance animale, hein, mais juste sur l'empreinte carbone d'un steak, c'est un truc absolument terrifiant. Ouais. Bon, donc voilà pour le truc un petit peu surprenant. L'autre domaine que je voulais évoquer, qui est plus traditionnel, c'est celui des télévisions. Et il y a deux choses à noter. C'est le téléviseur enroulable de LG qui avait été présenté l'année dernière, a été représenté de manière peut-être un petit peu moins ambitieuse au niveau technique, mais en tout cas de manière un petit peu plus... concrète, puisqu'il devrait être mis en vente. C'est cette année, je crois, si je ne m'abuse. Il coûte très cher. C'est ça, il coûte quand même assez cher, hein, on l'imagine, mais en gros, imaginez un boîtier qui serait beaucoup plus petit qu'un meuble télé, qui fasse la largeur de la télé. Et imaginez en fait une grosse barre de son. Voilà. C'est ça, une barre de son assez massive. Un peu boxy, quoi. Voilà, c'est ça. Massif. Et la télévision vient s'enrouler, descendre dans la boîte et s'enrouler à l'intérieur de manière à ce que la télévision disparaisse. L'autre, qui est pas tout à fait la même chose, c'est une technologie qui s'appelle micro-LED, qui a l'avantage, alors c'est de la technologie LED qui est traditionnellement, qui a besoin d'être rétroéclairée avec des grandes barres lumineuses qui épaississent la télévision par rapport aux télévisions OLED qui, elles, n'ont pas besoin de ce rétroéclairage et donc qui peuvent être très 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 fines. C'est d'ailleurs la technologie utilisée par la télévision enroulable. Mais donc, la télévision micro-LED a un système où les LED peuvent être éclairés individuellement et donc, on n'a pas ce halo lumineux qui vient éclairer un petit peu les noirs et endommager le contraste. Et donc, surtout, tu fais quelque chose de beaucoup plus fin parce que tu n'as pas besoin de cette couche de LED ou autre chose, de CCFL, de rétroéclairage à l'arrière. Donc, c'est beaucoup plus fin que le LED classique. Et il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que les bords sont tellement fins qu'on peut les utiliser comme des dalles qu'on va assembler selon ses envies, ses besoins. Bon, la plupart des gens l'utiliseront pour un format télé classique, mais ça peut aussi être utilisé pour plein de choses différentes et c'est presque des dalles portables qu'on va poser et qui vont se coordonner pour afficher une image. Ça, c'est génial. Elles sont portables. Moi, j'en ai eu une en main. On dirait un carré de, c'est quoi, quinzaine de centimètres de côté. Et de fait, tu pourras l'assembler comme bon te semble. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu vas pouvoir dire, bon, alors là, ça coûte combien ? Bon, je vais me faire une télé 65 pouces. Et dans 3 ans, tu dis, j'ai touché un peu de sous, peut-être que ça va devenir une 85 pouces. C'est pas mal, effectivement. Bon, faut voir si les formats s'adaptent. Marion, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, voilà, même au-delà d'adapter la taille, ça va ouvrir de nouveaux usages, quoi. Là, on parle de télé, mais en fait, ça peut être des écrans qui vont être utilisés ailleurs dans le logement, quoi. Oui, pourquoi pas, effectivement, j'y avais pas vraiment pensé, mais c'est vrai que ça peut... Et si elles sont vraiment portables, j'imagine qu'il faut quand même les brancher sur le bien courant, sûr. Évidemment. C'est pas magique encore. C'est hélas, mais oui, ça peut être utile dans ce contexte aussi, et puis pour des utilisations professionnelles également. Mais voilà, c'est les deux technologies télé que j'ai notées. Téléviseur enroulable, pourquoi pas, mais... C'est pas pourquoi pas, hein. Il faut l'avoir vu cette démo. C'était énorme. Moi, je l'ai tourné pour un sujet passé sur TF1 et c'est incroyable. La démo était géniale. Ils avaient déjà un truc qui sortait d'un meuble l'année dernière qu'on avait vu à l'IFA aussi. C'était moins spectaculaire parce que tout à coup, ça sortait d'un meuble. Mais là, ça sort de cette barre de son qui est évidemment beaucoup moins haute que l'écran proprement dit. Et du coup, tu vois l'écran qui sort doucement et c'est pas juste comme si on étirait un peu un écran de projection, vaguement plat, mais qui se gondole un peu sur les côtés. Non. Là, t'as vraiment l'impression que c'est un écran, une télé qui sort du truc. Et du coup, t'as l'impression que, pour expliquer aux gens, t'as l'impression que c'est un tour de magie, quoi. Que
que la télé est entière et solide, et t'as l'impression que tu la sors alors que sous la barre de trucs, il n'y a rien, et elle continue à sortir. La barre, elle fait 20 cm de haut. Et la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est, tu sais, la première fois que tu as vu Mary Poppins, c'est que tu vois Mary Poppins qui sort un lampadaire de son sac à main. C'est exactement la même chose. Et du coup, tu voyais les gens qui regardaient la démo sur le stand et qui essayaient de regarder derrière la barre de son pour voir s'il y avait un truc. Tu vois ce que je veux dire, genre, mais qu'est-ce que... Et qui demandaient, mais ça vient... Enfin, c'était saisissant. Et c'est assez génial parce que ça fait quand même quoi, depuis, on va dire, les écrans plasma, qu'on n'a pas réinventé le form factor de la télé. Donc, c'est quand même un truc qui va avoir un impact, même si évidemment, au début, ça va être très cher, tout ça. Bon. Mais parce que ça résout en plus un vrai problème. Ce qui c'est pas toujours le cas à CES qu'on te montre des trucs qui résolvent des vrais problèmes. Mais les écrans sont de plus en plus grands. Or, quand tu rentres chez toi, tout à coup, tu as cette espèce de grand rectangle noir de 80 pouces qui te bouffe les 3/4 de du mur du salon. Personne n'a vraiment envie de ça. Donc, on avait vu des débuts de solutions comme The Wall chez Samsung, et puis comme Frame, cette télé qui, quand tu qui ressemble à un tableau, cadre, vraiment plate, qui s'intégrait vraiment dans l'intérieur, etc. Très bien. Là, c'est l'autre solution. C'est-à-dire que c'est une barre de son qui va faire de la musique tout bien, mais qui va devenir un téléviseur. Ils ont même imaginé des usages un petit peu hybrides où l'écran sort un peu de la base, juste pour t'afficher des infos, tu vois, des infos ambiantes sur ton agenda, la météo, le reste. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Je pense que c'est quelque chose qui va aller assez loin en termes d'usage. Et évidemment, ça permet à LG de dérouler plein de trucs sur le LED, qui est quand même l'une de ses grandes spécialités. Bon, ça me donne envie, du coup. J'étais moyennement convaincu. Là, tout à coup, ça donne un petit peu plus envie. D'autres choses à noter du CES, Marion, je ne sais pas si tu as vu des trucs qui t'ont... Ah, bon, Cédric a l'air de vouloir... Vas-y. Il y était, donc... mais je ne sais pas, Marion, s'il y a des choses qui t'ont marqué, ou alors on laisse Cédric nous régaler de ses... Écoute, normalement j'ai toujours quelque chose qui attire mon attention, mais en fait je l'ai trouvé assez faible cette année. Faut dire que moi je suis pas forcément passionnée des télés, j'en ai pas d'ailleurs, donc c'est pas un secteur qui m'intéresse particulièrement. Au niveau de la santé, il y avait moins d'éléments dont on parlait cette année. Il y a eu le petit scandale sur le prix décerné aux vibromasseurs qui a ensuite été enlevé. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu stupide de la part du CES, ça montre un petit peu les mentalités, mais non. L'Amérique puritaine, oui. Non, mais au-delà de l'Amérique puritaine, non, il y a des choses liées au sexe au CES, donc. Oui, il y avait des démos de. Qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait une appli de striptease virtuelle que les gens pouvaient essayer. Voilà. Ouais, donc, pour le plaisir des hommes, ça, on y est. Hein. Par contre, pour le plaisir des femmes, là, on n'y est pas. Mais non, mais il faut quand même le reconnaître, quoi. Non, très clairement. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Oui. Moi, ça me stupéfie en 2019, quoi. Mais à part de ça, tu vois, non, j'ai pas craqué sur quoi que ce soit. Donc, du coup, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Cédric. Bah, vas-y. Il y avait... Je sais même pas par où commencer. L'autre chose en fait la plus marquante pour moi, c'est que il y a un hall qu'on appelle le hall Nord au Convention Center, où là aussi c'est un truc où tu fais un passage rapide parce que normalement c'est pas très intéressant, qui est le hall de l'automobile. En gros, pendant des années, tu pouvais t'orienter au son parce que c'est là que tu avais tous les fabricants de hi-fi pour bagnoles, etc. En gros, c'est le truc où tu allais chercher un gros subwoofer, tu vois, de 1500 watts pour ton pick-up. Donc c'était rigolo, mais assez limité. Et ce hall a été complètement maintenant phagocyté par d'abord des constructeurs automobiles qui avant n'étaient pas vraiment là, et puis toutes les plateformes du futur de la mobilité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de la voiture autonome, de à quoi va ressembler la mobilité de demain, les voitures partagées, etc. Et si ce truc trace l'avenir, et il n'y a aucune raison de penser qu'il ne le trace pas, les choses vont aller beaucoup, beaucoup plus vite qu'on l'imagine. C'était saisissant. Et c'est rigolo parce que ça devient une espèce de salon dans le salon où les gens se battent même sur les plateformes, un peu comme dans les vieux salons d'informatique où tu vois, tu avais Intel d'un côté, AMD de l'autre, qui avait le plus rapide des processeurs. Bah, évidemment, ta plateforme intelligente qui va permettre d'avoir une voiture autonome demain, c'est important la puissance du processeur, mais aussi sa consommation, parce que ça a des impacts sur la voiture. Bref, de ce côté-là, il se passait plein de trucs. Il y avait une machine absolument incroyable chez Bell, le Bell des hélicoptères, qui avait une espèce de gigantesque hélicoptère drone
drone à 8 hélices monstrueux qui serait une sorte de futur taxi volant, mais il l'avait en grandeur nature sur le stand. Et là, tu étais dans la science-fiction la vraie, c'est-à-dire que c'est des choses que tu avais vues dans Ultron ou dans des choses de ce genre. Mais est-ce que c'est des trucs est-ce que là, on n'est pas un petit peu dans le concept justement qui verra pas le jour dans l'utilisation commerciale réelle? Ah non, là c'est très très sérieux. Ils sont pas juste fait plaisir avec un peu comme un constructeur ferait un concept car. Non, ça ils l'ont conçu avec Thales pour les systèmes de vol. Non, là c'est le prototype d'une chose qui va vraiment arriver. Ils ont beaucoup trop investi pour que ce soit pas un vrai produit. Et il y avait ça et avec là encore dans une autre zone où on n'allait pas avant. Plein de choses sur les villes intelligentes, là encore sur la mobilité, sur toute l'électrification. Enfin, c'est-à-dire que là on commençait à vraiment dessiner on n'était plus dans le gadget du tout, on commençait à vraiment dessiner une sorte de futur désirable. J'ai vu une boîte belge, par exemple, qui a commencé déjà en France à déployer des chargeurs dans certaines grandes stations-service sur les autoroutes et qui ont déjà à l'intérieur une technologie qui va te permettre de regagner 80% de batterie sur ta voiture électrique en 10 minutes. Et là, tu te dis, tout à coup, tu résous un des problèmes, en tout cas dans l'esprit du conducteur, qui est de dire, ah oui, mais c'est compliqué si je peux pas prendre, etc. Alors, les technologies arrivent, il faut que tout ça soit déployé, mais il y avait des choses. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore vraiment dans le concret au quotidien pour tous les consommateurs, mais ce que tu dis, c'est que ça s'approche vraiment, ça devient perceptible, ça devient sensible. Enfin, on arrive presque à le toucher. Ce sont des vrais produits. C'est-à-dire que ça y est, ça arrive vraiment. Et puis avec plein de choses aussi sur la résilience. J'ai une start-up dont le nom m'échappe malheureusement, qui montrait, alors là, pas du tout pour le client habituel du CES, mais plutôt pour les pays du Sud ou pour l'Afrique, des systèmes simples pour avoir 2 petits panneaux solaires chez toi, pour avoir de la lumière la nuit et recharger ton smartphone. Ça a l'air bête, mais il y a plein de coins en Afrique où pour recharger ton smartphone, il faut que tu ailles payer quelqu'un qui a de l'électricité. Donc voilà, il y avait plein de choses de cet ordre-là. Et alors sur la santé, c'est devenu le premier rayon de l'objet connecté en général, ce qui pose plein de questions sur, ce qui est très positif sur, j'ai envie de dire, la santé personnalisée et la surveillance, l'autosurveillance de sa santé sur le long terme, la détection de grandes affections, etc. Moi, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête. C'est tous des Français d'ailleurs, chez WeThings qu'on connaît bien, qui lançait un nouveau tensiomètre, mais c'est un tensiomètre où ils ont rajouté un électrocardiogramme et un stéthoscope qui va permettre, évidemment, si tu utilises un tensiomètre régulièrement, c'est parce que tu es hypertendu, les 2 autres capteurs vont, eux, permettre de commencer à détecter dès le début des affections plus graves, comme des valvulopathies, etc., qui sont souvent associées à l'hypertension. Et alors, de l'autre côté, et ça, j'ai trouvé ça un peu plus, je sais pas, intéressant, mais qui me pose plein de questions, Digitsol, qui font des semelles connectées, ce qui est une façon simple de dire des semelles dans lesquelles on a intégré des capteurs. Et avant, c'était un truc simple qui fournissait, par exemple, pour les sportifs, ce qui a du sens, avec des capteurs de mouvement dans les semelles, etc. Et là-dessus, ils en ont fait un modèle totalement médical qui va permettre, au travers de l'analyse de ta démarche, de détecter des changements dans ta démarche ou même des démarches pathologiques, entre guillemets, qui vont permettre de détecter un début d'arthrite, voire même un Parkinson ou de ce genre de choses. Et c'est intéressant parce qu'on voit qu'on est en train de dessiner là aussi un avenir où chacun sera peut-être un peu plus responsable de l'autosurveillance de sa santé, sous la coupe quand même d'un médecin qui pourrait en recevoir les données, bref, et avec des pistes thérapeutiques simples, parce que c'est un truc, le composant pèse 7 grammes, enfin je veux dire sur la durée ça coûte pas très cher, mais non, là sur les objets connectés, clairement c'est la santé qui a gagné, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Ça leur parle et en plus il y a des intérêts économiques énormes en jeu qui poussent tous vers ce genre de solution. Oui, on arrive à des solutions concrètes. Il parlait dans This Week in Tech du capteur que tu poses sur ton abdomen et qui t'indique le taux de remplissage de ta vessie. Ce qui est, alors là encore, ça peut faire sourire avant qu'on pense aux utilisations, mais effectivement pour des personnes qui sont incontinentes, en particulier des personnes âgées, qui sont d'ailleurs un marché très juteux auquel s'intéressent de nombreuses sociétés, mais donc souvent l'incontinence vient du fait que les personnes souvent âgées n'arrivent plus à détecter le taux de remplissage de la vessie et donc ils savent pas quand elle est trop pleine et donc ils sont obligés de porter des couches. Là effectivement
tu as un capteur que tu poses sur ton abdomen et qui t'indique, forcément comme pour tout sur ton app, sur ton smartphone, genre alerte, votre vessie est remplie à 70%, il serait peut-être temps de commencer à aller faire d'aller faire pipi. Et effectivement, ce genre de choses, c'est des applications concrètes qui commencent à arriver. C'est de la biotech en fait, même si c'est encore assez électronique, donc. Très intéressant. Sur la santé, ça pose toujours plein de questions parce que il y avait une des choses qui était présentée qui était un petit appareil d'échographie à brancher directement sur son smartphone. Il y a déjà eu plusieurs tentatives en ce sens. Il coûte quand même $2000, donc c'est pas un truc que tu vas acheter, c'est pas un achat d'impulsion. Mais et on dit oui, ça permettrait de surveiller des maladies cardiaques. Alors c'est vrai que ça permettrait de faire de la télémédecine de manière assez simple, mais évidemment l'un des exemples qu'il montrait, c'était une future maman en train de regarder l'intérieur de son ventre pour regarder son bébé toute la sainte journée. Et là, tu tombes dans un truc qui commence à ressembler à un début de fausse bonne idée, parce qu'évidemment, j'imagine le pauvre gynécologue obstétricien qui suit madame sur le long cours et qui va recevoir 4 appels par semaine en disant « Je comprends pas, je vois plus ça. » Et pourquoi est-ce que... Parce que le problème, c'est que c'est pas parce que tu as un appareil d'échographie dans la main que tu deviens obstétricien ou radiologue. C'est-à-dire que c'est quand même ou radiologue. Oui, au sens, bien sûr, au sens unisexe du terme. Oui, non, mais je comprends. Oui, bien sûr. Mais c'est pas parce que tout à coup tu as l'appareil en main que tu as l'expertise du praticien. Et tout à coup, c'est vrai qu'on te donne des outils qui vont produire plein de données que tu n'as pas forcément l'expertise pour analyser, mais c'est vrai qu'il y a des applications qui vont avec et qui, elles, vont te donner un avertissement pour te dire là, ce serait pas mal que j'envoie ces données à votre médecin pour qu'il vous donne un avis. Ouais, c'est une tendance effectivement qu'on note depuis plusieurs années et là ça commence à se concrétiser. Donc petit tour intéressant du CES, il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois qu'on a fait le tour des choses qui étaient vraiment marquantes. Il y avait plein de choses vraiment plus ordinateur centrées, des Lenovo qui fait une sorte de surface de Microsoft un petit peu moins cher. Il y a des écrans hyper larges, genre 49 pouces incurvés qui fait 2 écrans l'un à côté de l'autre. Ah oui, les moniteurs. Oui, pardon, des moniteurs, excuse-moi. Je l'ai vu, il est sublimissime. Ouais, ça me donne un petit peu envie tout à coup. Mais ça donne envie quand tu fais du montage. Ça aussi, oui. Et tu peux même brancher 2 ordinateurs différents sur le même écran, un de chaque côté. Pourquoi pas. C'est l'une des motivations de l'innovation à CES, c'est because why not. C'est un petit peu ça, ouais. Bon, parlons un petit peu d'Amazon. Tiens, il y a une collection d'informations, mais il y en a 2 en particulier qui m'ont marqué, là encore. La première, c'est un nouveau type de publicité qu'Amazon a imaginé, qui est à la fois génial par son inventivité et inquiétant par son inventivité aussi finalement. C'est un programme qui est en phase de test, en phase de test pilote chez Amazon, qui propose à certaines marques d'envoyer à ses clients, donc aux clients d'Amazon, des échantillons gratuits et de les envoyer gratuitement en fonction de leur historique d'achat, c'est-à-dire qu'ils déterminent en fonction de l'historique d'achat des produits qui pourraient les intéresser. Ils proposent à certaines marques donc de payer Amazon pour envoyer ces produits, ces échantillons gratuitement aux clients qui pourraient être intéressés. Alors, je l'ai présenté comme de la pub dès le début, donc évidemment on pense au fait que c'est de la pub, mais en tant que consommateur, on reçoit un truc gratuit de, je sais pas, n'importe quelle marque, Unilever, Dieu sait qui, et on reçoit un truc gratuit dans sa boîte aux lettres, envoyé par Amazon, on se dit « Ah bah tiens, j'ai reçu un petit cadeau gratuitement », on pense pas forcément que c'est de la pub. En même temps, c'est pas mal, ça peut nous faire découvrir des produits qui pourraient nous intéresser ou même nous être utiles. C'est bien ou c'est pas bien? Je vais me tourner vers Marion, puisqu'elle était un petit peu moins présente dans les discussions sur le CES. Dis-nous, explique-nous si c'est bien ou pas bien cette nouvelle forme de, entre guillemets, pub. Dis-nous tout, parce que moi, je sais pas. C'est très 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 bien pour Amazon. Ok, super. Ah, pour Amazon, ok, t'as précisé, effectivement. Évidemment. En fait, d'abord, c'est pas vraiment innovant. C'est plutôt l'association d'une technique assez traditionnelle qui est de distribuer des échantillons avec la donnée qu'a Amazon, que possède Amazon sur la consommation et les achats de ses utilisateurs. Ça, c'est assez redoutable, mais il n'y a rien vraiment
d'innovant ou j'ai peut-être raté quelque chose, mais il y a vraiment rien d'innovant. C'est quand même quelque chose. C'est des choses qui se font déjà, oui. Voilà, qui se font depuis pas mal d'années, enfin des années, des dizaines d'années. C'est assez traditionnel, on le voit encore aujourd'hui. Enfin, si tu vas dans une parfumerie, tu ressors avec tes produits plus des échantillons. Toujours. Bon, là, ils les envoient. La différence peut-être, c'est cet aspect, encore une fois, ce qui fait tourner le monde aujourd'hui, cet aspect data et données privées, dont Amazon a une quantité absolument monumentale sur ses utilisateurs. C'est là la différence en fait, c'est la qualification des utilisateurs. Hein. Ils vont être capables de cibler très précisément si tu es plus propice à aimer des échantillons de café que des échantillons de chocolat en poudre par exemple. Ouais. Voilà, moi ils vont pas m'envoyer de café par exemple, ils vont potentiellement m'envoyer du thé. Enfin, c'est vraiment assez intéressant et c'est une stratégie redoutable. Je suis assez étonnée d'ailleurs qu'il n'ait pas essayé de le mettre en place avant. Mais là, c'est une stratégie qui peut faire peur, et à mon avis, qui doit faire peur à Google et Facebook notamment. C'est du produit physique, donc c'est quand même plus. C'est un truc où Amazon a un avantage très net. Vous l'avez dit, la nouveauté c'est le ciblage. Jusque-là, si tu étais, je sais pas, Procter & Gamble et que tu voulais envoyer des échantillons de ta nouvelle lessive, tu pouvais le faire au travers de la poste en ciblant un quartier ou une ville, par exemple. Mais là, peut-être évidemment, même acheter des fichiers clients de différentes provenances. Oui, c'est ça, ou de revendeurs, ou bien sûr, ou de magasins, de supermarchés chez qui tu as ta carte d'abonnement qui te donne 2%, mais ça, c'était déjà de la collection de données, en fait. Du coup, quand tu as ta carte, ils savent ce que tu achètes, ils savent, et donc c'est déjà du ciblage. Ouais. C'est à la limite plus respectueux de la vie privée parce que là, Amazon ne leur vend pas ton nom et ton adresse. Amazon envoie à leur place, en fait, des samples. Évidemment, j'imagine, je sais pas, oui, évidemment, on va t'envoyer des samples de lessive au moment où tu vas acheter ton nouveau lave-linge ou ce genre de choses. Donc, c'est normal. De fait, ça tape aussi dans un truc qui est pas juste un ciblage, tu vois, sur ton âge, là où tu habites, la composition de ton foyer, etc., mais sur l'historique de tes achats. Et ça, c'est vrai que mais il ne faut pas oublier qu'Amazon est l'une maintenant des 4, 5, 6 plus grandes régies publicitaires au monde, au travers des liens sponsors qui vendent sur leur propre site. Donc c'est assez logique. Moi, j'ai vu autre chose là aujourd'hui même, quelqu'un qui a reçu un colis Amazon chez lui sur lequel il y a de la pub imprimée. Et là aussi, on peut pas imaginer que ce soit pas un truc ciblé de la part d'Amazon. Donc c'est assez finaux. Je pense qu'ils sont en train d'explorer des nouvelles sources de revenus. Moi, honnêtement, ça me gêne pas fort. Ouais, c'est marrant, c'est le genre d'initiative dont on se dit, une fois qu'on les a vues, mais évidemment, comment se fait-il, comme tu le disais Marion, comment se fait-il qu'il n'y ait pas pensé plus tôt, enfin peut-être pas comment se fait-il, mais c'est surprenant, et ça a beaucoup de sens. Bon, une autre chose que je voulais évoquer pour Amazon, il y a d'autres choses dont on pourrait parler, le fait qu'ils sont en train de lancer avec IMDb, la base de données du cinéma et de la télé, qui possède, qui est en train de lancer un service de streaming, comme on en connaît beaucoup, mais celui-là, il est gratuit, financé par de la pub. Il n'y a pas beaucoup de films aujourd'hui, mais on imagine que ça va grandir. C'est un petit peu une alternative à Amazon Prime Video. Et ils sont aussi en train de développer ou d'explorer en tout cas, un service de streaming de jeux vidéo. Alors, on commence à plus les compter, le nombre de sociétés qui sont en train de développer des offres de streaming de jeux vidéo. Et ça, on pourra en parler, je suis sûr, dans le rendez-vous jeu notamment, parce que c'est pas 100% tech, mais c'est quelque chose qui est en train de de grossir énormément comme nouveau type de service. Là où j'aimerais qu'on s'arrête une seconde, c'est sur le divorce de Jeff et Mackenzie Bezos. Et quand j'ai vu ces titres, je me suis dit, encore des trucs un petit peu people, qu'est-ce qu'on s'en moque du fait qu'ils divorcent. Enfin, on s'en moque pas, mais bon, c'est très triste pour eux. Mais est-ce que ça a vraiment une implication sur l'industrie de la tech ? Eh ben, en fait, en y réfléchissant une seconde et demie, comme ça m'arrive parfois de le faire, c'est vrai que le divorce, en particulier aux États-Unis, est parfois un petit peu compliqué à gérer, et les possessions du couple sont, dans la plupart des États, divisées en 2 parts égales. Et
si aujourd'hui Jeff Bezos était l'un des hommes les plus riches du monde, et surtout, c'est là que ça devient intéressant au-delà de la question de la richesse, avait une part importante d'Amazon, peut-être qu'après le divorce, alors on sait pas exactement, on connaît pas les détails, mais peut-être qu'après le divorce, il perdrait un peu de contrôle sur Amazon. Est-ce que c'est un scénario envisageable, ça ? Ah, totalement. S'il est forcé de partager ses actions, oui, bien sûr. D'autant plus que sa femme était l'un des premiers employés d'Amazon. Alors, il est possible qu'ils aient un accord prénuptial qui règle ce problème, entre guillemets. Mais oui, il n'y a pas grand-chose à discuter là-dessus, mais je voulais le mentionner parce que c'est vrai que c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Et Jeff Bezos risque de perdre un petit peu de son influence sur Amazon. J'imagine qu'ils vont trouver un accord pour gérer les choses autrement. Mais bon, peut-être. Oui, parce qu'elle a peut-être pas forcément très envie de juste rentrer au bord d'Amazon ou d'y rester. Enfin, j'essaie de voir combien Bezos a d'actions Amazon. Je crois qu'il a quelque chose comme 16% de... Oui, c'est ça. C'est quand même c'est une société cotée. Il ne reste pas énormément. Ça transforme pas, à mon avis, la gouvernance d'Amazon. Mais non, mais peut-être l'influence de Bezos, quoi. Oui. Bon, donc voilà pour la petite partie Amazon. On va faire une petite... Ah oui, alors je voudrais vous parler de la pub et du fait que moi, en fait, je me suis rendu compte que je vis sans pub, quasiment. J'en ai fait un petit édito sur Patreon, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, à passer, et que vous êtes patriote, bien sûr, passez sur Patreon et regardez un petit peu ce que ça donne. Mais je me suis rendu compte que je regarde plus la télé, je paye pour YouTube, je regarde Amazon, et je paye pour un certain nombre de sites que je fréquente régulièrement, et donc j'ai quasiment plus de pubs traditionnelles, on va dire. Et je développe l'idée dans mon édito, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a parlé un petit peu avec les patriotes, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui regardaient de moins en moins la télé, voire plus du tout la télé, et qui s'en portaient très bien. J'imagine que ça te fait verser une petite larme, ça, Cédric, puisque tu travailles à la télé. Mais, je pense. mais c'est marrant de se rendre compte que quand on organise sa vie d'une certaine manière, en fait, la pub qui est pourtant omniprésente et dont on parle tout le temps dans cette émission, on n'y est plus énormément confronté. Alors, il y a les bannières, il y a les échantillons gratuits qu'on reçoit d'Amazon ou les pubs imprimées sur les paquets. Il y a évidemment des formes de ciblage et de pub. Mais moi, je ne m'étais pas rendu compte à quel point la pub est absente de mon quotidien. C'était, je crois, en lançant une page YouTube sans être logué, et donc j'avais pas mon abonnement YouTube Premium qui était activé, et donc j'avais une pub et j'ai été horrifié, quoi. Genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bref, on en parle dans l'édito sur Patreon, et ce qui me donne l'occasion de vous rappeler que cette émission fonctionne grâce au soutien des patriotes, et que sans eux, l'émission n'existerait sans doute plus aujourd'hui. Peut-être, je pense, en tout cas pas sous cette forme. Et donc, si vous l'appréciez, si ce dont on a parlé vous a surpris, vous a intéressé, pensez-y, devenez patriote, passez sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission, et vous pouvez soutenir l'émission, vous aussi, ça fait plaisir. Je peux vous assurer que non seulement vous serez heureux de soutenir l'émission, mais d'après mes sources bien informées, ça rend en plus de ça beaucoup plus beau. Alors, c'est des témoignages anecdotiques, mais moi, je leur fais confiance. Donc, vraiment, aucune raison de se priver. D'où ça vient, ça ? Écoute, tu sais, parfois, tu te lances dans des phrases quand tu es en train de parler, comme ça, dans l'émission. Tu sais pas très bien où elles vont te mener. Et là, c'est là qu'elle m'a mené. Et je trouve que, finalement, le résultat est plutôt pas mal. Tiens, quelques news et rumeurs avant de conclure l'émission. Twitter est en train d'implémenter différents changements dont on a les détails de quelques testeurs pour rendre l'utilisation de Twitter plus conversationnelle et plus facile à suivre selon leurs termes ou leurs envies. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de changer un petit peu Twitter pour le rendre plus conversationnel, ou est-ce que ça va juste ajouter au bordel ambiant et aux engueulades ? Je pose la question, je sais pas, à Marion, toi je sais que tu es sur Twitter, remarque Cédric aussi, mais...
Je pense que moi, j'en ai pas particulièrement besoin, ou je ne sais pas que j'en ai besoin, mais Twitter, lui, a besoin de changer. Non, mais ils ont des vrais Non, mais t'as problèmes raison, t'as d'engagement. raison. Ils ont des vrais problèmes d'engagement et de croissance d'utilisateurs. Donc voilà, ils ont un problème à résoudre. Ils peuvent pas rester dans l'état actuel. C'est vrai que Twitter change assez peu depuis quelques années. Le produit est quand même assez statique. Il y a quelques trucs qui changent de temps en temps, genre ils allongent la durée des tweets, mais ils évoluent pas énormément. On a presque l'impression qu'ils ont peur de faire évoluer les choses. Et là, c'est un changement significatif. Il y a des choses comme du threading, donc on peut suivre les fils de différentes conversations un petit peu plus facilement, comme sur un forum. Il faudra voir à ce que ça complique pas trop l'utilisation, mais c'est ce qui est pas trop mal foutu, c'est que on voit les choses comme on les voit aujourd'hui, et si on veut rentrer dans une conversation, c'est un petit peu plus facile à suivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Donc, moi, je pense que ça pourrait être intéressant pour essayer de faire en sorte que les tweets soient un tout petit peu moins des réponses sanguines à des choses, et peut-être suivre une conversation un petit peu plus réfléchie sur certains sujets. Ça pourrait être intéressant, sans forcément transformer Twitter en une sorte de forum trop complexe, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils observent justement l'usage des utilisateurs. Notamment, ils expliquaient là dans l'article que les personnes qui sont par exemple au CES vont changer leur statut, nom oui. sur Twitter pour montrer qu'ils sont ES. Et donc, du coup, ils ont ajouté la fonctionnalité de statut pour montrer aux personnes justement pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, c'est intéressant. Ils sont vraiment à l'écoute des utilisateurs. Oui, comme ils l'ont toujours été d'ailleurs, ils ont toujours Ouais. implémenté des fonctionnalités qui avaient été inventées par leurs utilisateurs. C'est vrai que là, on voit souvent les noms des personnes qui sont modifiés pour être, je sais pas, par exemple, Patrick @CES ou Cédric @CES au lieu de juste Cédric. Et là, il y a le statut qui viendrait, qui est un truc qui a été inventé il y a très longtemps pour d'autres usages, mais qui viendrait complémenter là. C'est ça, exactement. Mais c'était aussi sur Facebook, il y avait le statut à l'époque. Bref. Vidéolan arrive à 3 milliards de téléchargements, est arrivé à 3 milliards de téléchargements. Vidéolan, c'est un logiciel open source qui est un lecteur de vidéos qui est très utilisé dans le monde, comme l'indique le nombre de téléchargements. Là où c'est encore plus intéressant, c'est que comme on en parlait la semaine dernière, Apple est en train d'ajouter, ou en tout cas de tisser des partenariats avec de nombreux industriels pour ajouter AirPlay, donc sa fonction de streaming vidéo, à des télévisions, on en parlait la semaine dernière, et Vidéolan va aussi implémenter AirPlay 2, y compris sur Android, ce qui fait que AirPlay de Apple va arriver sur Android, ce qui nous remet... Alors d'une part, Vidéolan, c'est un super logiciel que je vous recommande, open source, super bien, mais Apple est vraiment en train d'indiquer cette orientation vers les services, dont l'un des services serait le service télé dont on entend parler depuis longtemps, le service de streaming de vidéos dont on entend parler depuis longtemps, et qui s'ouvrirait un petit peu plus que simplement au matériel Apple, ou en tout cas qui pourrait aller du matériel Apple à d'autres matériels. Et Tim Cook a d'ailleurs parlé à l'animateur de Mad Money, une émission américaine, en indiquant que d'une part ils vont lancer de nouveaux services au pluriel en 2019 et disant que le secteur médical était un secteur très important pour eux et qu'il espérait vraiment le marquer au cours des années à venir. Mais mettons le secteur médical de côté, on en reparlera certainement à un moment. C'est sûr que beaucoup de gens indiquent que Apple, pour continuer à être aussi importante qu'aujourd'hui, va devoir beaucoup plus miser sur les services, et tout ce qu'on voit semble indiquer que c'est le cas. Je ne sais pas s'il y a énormément de choses à commenter là-dessus, mais bon, AirPlay un petit peu juste partout. un truc sur Vidéolan, parce que c'est amusant, ils avaient un stand à CES, ce qui leur a permis de dire à plein de Français, bah ouais, on est Français. Les gens, tu vois, des gens qui utilisent VLC depuis toujours, qui n'ont aucune idée du fait que c'était français. Et en plus, ils ont bien synchronisé leur truc, parce qu'ils sont arrivés du coup à fêter en direct sur le stand le 3 milliardième téléchargement. Ça, c'était excellent quand même. Hein. C'était absolument excellent. Ils ont fait un très joli affichage avec plein de tablettes de trucs. C'était du bricolage, mais tout ça
était dans le génie, enfin c'est VLC quoi. Moi j'ai discuté avec eux, c'est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est une association mais qui gagne de l'argent et on va dire comment? Mais au travers des donations des entreprises qui l'utilisent. Et là tu retrouves la fine fleur de tout le monde. Ça va de l'entreprise qui m'emploie, à TF1, où nous on a VLC dans un coin en marque blanche qui permet de regarder sur son PC toute la télé interne et le reste. Mais il m'expliquait que SpaceX, par exemple, les utilise pour toutes les retransmissions internes de ce qui se passe, des transmissions d'images à partir des fusées, etc. Pourquoi ? Parce que c'est open source, parce que les codecs sont vachement bien faits, parce que c'est un outil simple que n'importe qui peut à peu près maîtriser. Donc c'est quand même une espèce de couteau suisse de la vidéo absolument génial que tout le monde utilise. C'est une vraie belle réussite française absolument magnifique. Mais écoute, je suis heureux que tu aies pris le temps de préciser la chose. Je vais te... Et quant au nouveau service d'Apple, on verra, mais enfin tout ça est on a toujours l'impression d'être en droit d'en attendre plus d'Apple, et là c'est un peu décevant. Écoute, ils ont visiblement produit le prochain film de Sofia Coppola avec Bill Murray, et rien que ça, tu vois, pour moi, ça vaut absolument tous les déboires d'Apple qui l'ont poussé à se diriger vers les services. Étant un méga fan de Lost in Translation, je me dis que ce film-là, qui s'appelle On the Rocks, chez Apple, va évidemment me pousser à m'abonner. Depuis le temps qu'on entend parler de leur service de vidéo, ils font vraiment monter les attentes quand même, les espoirs. C'est sûr, c'est un service de plus, mais c'est le service d'Apple, donc il va forcément falloir qu'il y ait une certaine... Je ne sais pas comment ils vont l'approcher d'ailleurs, parce que l'offre premium, ça caractérise Apple, et l'offre premium dans un service de streaming vidéo, tu peux pas faire que des films d'auteur poète quoi. Sinon personne va s'abonner. Donc je sais pas. Ils sont pas en train de produire une série basée sur Foundation d'Asimov aussi, je crois. Si. Oui, donc bon. Non, mais après ils ont aussi produit des reality shows, donc je pense pas du tout que leur positionnement ça va être des choses indé, d'auteurs, etc. D'ailleurs on le voit sur leur plateforme de musique, ils ont pas du tout un positionnement très très spécifique en termes de contenu. Donc à voir, je pense pas. Je pense qu'ils vont plutôt cibler la famille, et le fait que AirPlay 2, par exemple, arrive sur des téléviseurs Samsung, ça montre aussi qu'ils veulent toucher un public quand même bien plus large. Oui. Bon, t'as raison. Merci de me ramener sur Terre, Marion. J'étais peut-être un petit peu en train de me faire des films. Je crois que est-ce que tu dois nous quitter, Marion, ou t'as encore quelques minutes ? J'ai encore 5 minutes. Bon, ok, tu nous dis quand tu dois partir. Je voulais juste mentionner le fait que France Télévisions a annoncé en grande... peut-être pas en grande pompe, mais en tout cas, ils ont fait un communiqué très solennel indiquant avoir passé un accord pour empêcher Netflix de récupérer les séries françaises qu'ils produisaient. Alors, ça a été un petit peu dramatisé, mais c'est vrai que 10%, je crois que c'est la 3e saison, s'est retrouvé sur Netflix, genre 2 semaines après la fin de la diffusion sur France Télévisions. Ce qui, évidemment, a fait que France Télévisions été un petit peu mal. Mais j'étais très contente. Bah oui, nous qui sommes, qui est pas la télé. J'étais ravi. Oui. Voilà, bien sûr. Mais France Télévisions qui a payé très cher pour produire en partie 10%, je pense qu'ils étaient un petit peu moins ravis. Et là, l'accord fait que toutes les productions auxquelles ils participent ne pourront pas être disponibles sur les plateformes de SVOD pendant 2 ans après la fin de la diffusion sur France Télévisions, ce qui me paraît relativement raisonnable, on va dire, parce que bon, sinon, c'est de la concurrence qui est un petit peu compliquée. Mais c'est pas... Attends, moi... je suis pas tout à fait d'accord. Alors oui, d'abord, c'est un truc purement contractuel. C'est le producteur de la série qui le vend en première fenêtre sur l'un et puis en deuxième fenêtre sur l'autre, etc. Donc j'ai pas les détails du tout de ce que France Télé a annoncé. Mais en gros, ça veut dire qu'à chaque négociation de contrat, il va falloir ils vont demander au producteur de s'engager sur le fait qu'il mettra pas sa série sur Netflix derrière. Alors évidemment, mais moi c'est exactement ça. Ils ont trouvé un accord pour dire vous mettez 2 ans. Je peux te faire le roleplay de la négociation, c'est pas compliqué, je suis le producteur et je vais dire bah ouais mais vous êtes bien gentil, mais Netflix il m'aurait donné tant, donc vous me donnez tant.
C'est tout. Hein. Bah non, tu peux dire. Et ben moi je te réponds. Bah oui, mais ils sont gentils Netflix. Votre produit il est déjà fini. Ils vous donnent tant. Moi je vous paye 26% de votre production. Si vous le mettez sur Netflix le lendemain de la fin de la diffusion, bah moi ça me va pas du tout. Donc les 26% vous allez les trouver ailleurs. Tu vois, Oui, mais n'oublie pas une chose. À la télé, quand il se passe rien, on met pas la mire. Il faut bien qu'ils alimentent leur grille aussi, et si possible avec des gens avec des choses qui ont du talent. Et 10% est un super exemple. Donc si tu veux, dire c'est fini, ça se passera plus comme ça. Oui, bien sûr, mais c'est juste qu'il va falloir payer mieux négocier les contrats. Voilà. Non, mais c'est clair. Et moi, je dis pas c'était injuste. C'est juste que le contrat était un petit peu mal foutu, je pense. Mais pourquoi? Parce que tu peux pas. Mais ils l'ont pas acheté. Il faut comprendre ce que c'est que l'économie du contenu. Ils l'ont pas acheté. Ça ne leur appartient pas. Tu vois, je comprends très bien. Simplement. Idem sur le cinéma. Non, mais simplement, exactement. Si, bah justement, il y a une question de fenêtrage, même aux États-Unis. Ton film, il sort en Blu-ray. Chez nous, le fenêtrage est beaucoup trop. La chronologie des médias. Voilà, la chronologie des médias est beaucoup trop stricte. Ça, je pense qu'on sera d'accord. Et on ne va pas me faire dire que j'apprécie ce type de chronologie. Mais aux États-Unis, le film, il arrive en Blu-ray 3 mois après la sortie en film. La sortie en salle, il sort pas la semaine d'après. Si ça sortait la semaine d'après, personne s'emmerderait à aller en salle. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Évidemment qu'à un moment, il va se retrouver sur Netflix, mais le lendemain ou la semaine d'après de la diffusion sur la télé, si ça devient une habitude, bah tu vas plus t'emmerder à allumer ta télé au moment où ça va passer. Tu vas attendre le lendemain et voilà, c'est simplement ça. C'est en ça que je dis. Je pense que c'est surtout des contrats qui ont été signés à un moment où ils voyaient pas l'importance du truc. C'est ça. Et exactement. On tombe d'accord, très bien. Voilà. Quoi d'autre? D'ailleurs, Netflix a 4 millions d'abonnés en France. Ils augmentent leur prix aux US à des tarifs qui commencent à devenir un petit peu élevés quand même. Hein. Je crois que c'est $16 pour le plus... passe de 11 à $13 et $16 pour le plus cher. Ouais, c'est ça, $16 pour le plus cher. Ils ont déjà monté les prix un petit peu en France. Ça commence à devenir un petit peu... Bon, on en reparlera sans doute à un moment. Bah oui, mais il faut les financer, les productions, hein. Oui, là je crois que faut financer les bénéfices plus que les productions. Je pense qu'ils font de l'argent chez Netflix. Plus qu'ils injectent en production de contenus originaux, je pense qu'ils sont en galère. Hein. Peut-être. Ouais. C'est vrai qu'ils voient arriver la concurrence, quoi. J'irai pas jusqu'à en galère, mais c'est vrai qu'ils ont quand même énormément de dettes, ils ont levé de l'argent, enfin voilà. Mais non, ce qui finance c'est quand même massif. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de se financer un catalogue absolument faramineux. Il y avait un sketch dans Saturday Night Live récemment où on voyait un vrai faux meeting chez Netflix et on voyait des gens qui venaient pitcher le scénario, l'idée de documentaire, etc. Et les types les arrêtaient au bout de 3 mots en disant c'est bon, j'achète. Oui, parce qu'en fait c'est l'histoire d'une fille avec c'est bon, je prends. Et alors là c'est une série sur super, voilà. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils achètent un peu tout. Ouais. Mais il y a un petit côté course aux armements, donc de fait, ils sont là dans une période de pur investissement. Mais c'est drôle parce que on entend beaucoup, on a entendu ces derniers jours, on a entendu que Marion devait nous quitter malheureusement ces derniers jours pour cet épisode au bout d'1 heure, et là évidemment l'ensemble des auditeurs pousse un soupir déçu, tu vois. Mais merci. On a quand même eu droit à ta présence pendant 1 heure, donc on est quand même content. Tu dois filer, tu seras de retour dans un mois, tu peux nous rappeler où on peut te retrouver, puis nous on continue notre conversation sur Netflix parce que j'ai des choses hyper intéressante à dire juste après, mais Aïsea Design sur Twitter, et quoi d'autre? Tout à fait, et sur la chaîne YouTube Nowtech comme d'habitude. Parfait. On aura les liens dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup Marion, on te retrouve dans un mois. Deux. Bye bye. Ciao. Donc, ce que je voulais dire sur Netflix, c'est que c'est marrant parce que depuis quelques semaines, on entend beaucoup de gens dire « Ah, Netflix a tué les services, les offres françaises. Ils ont… » Et bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, ils ont le monopole. » Beaucoup de gens de la télé, évidemment. Mais au-delà de la justesse ou pas de cette analyse, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que nous, on regarde Netflix et on se dit « Ah bah c'est ça le modèle qui gagne ». Et Netflix, ils regardent leur industrie et ils regardent l'industrie, non pas aujourd'hui, mais dans
3 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans, et ils voient l'arrivée des Disney, de tous les autres énormes acteurs des médias et du cinéma et de la télé, et ils les voient arriver avec des offres concurrentes. Donc ils se disent pas, ok, c'est bon, on est les rois du monde maintenant. Comme voit un petit peu l'industrie en France et dit, ah bah regardez, Netflix et les rois du monde, ils sont tellement dominants qu'ils nous étouffent. Encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Mais Netflix regarde à 5-10 ans, et c'est pour ça qu'ils emmagasinent tellement de contenu, parce qu'ils savent qu'ils vont plus rien avoir de chez Disney, ils vont plus rien avoir de chez personne, et donc ils ont besoin de devenir... je sais plus quel était l'équivalent... il y avait quelqu'un qui disait on a besoin de devenir Google avant que Google ne devienne nous, et c'était un truc genre, je sais plus, Tesla ou je sais plus qui. Netflix a besoin de devenir Disney avant que Disney ne devienne Netflix. Et c'est une vision qui est complètement différente. Ouais, bien sûr. Mais ils savent, parce qu'évidemment, eux, ils sont pas nés comme des producteurs de contenu. Mais en même temps, du coup, ça leur évite d'avoir le défaut du producteur de contenu qui pense d'abord au précaré qu'il a déjà. C'est ça. Ce qui est toujours un frein à l'innovation, ce qui est normal. Donc, après, est-ce que à la fin de la foire, mais là, il faut décider quand est-ce que la foire s'arrête. À la fin de la foire, est-ce que c'est eux qui ont gagné? Je sais pas. Mais jusque-là, ils s'en sortent pas mal. Même s'il faut refaire l'historique de Netflix. Hein. Tout n'a pas été si rose tout le temps. Ça, ils ont quand même eu une vie compliquée au début. Bon, quelques petites news rapides pour terminer. Lime, les trottinettes électriques, a dû interrompre son service en Suisse parce que visiblement, pour une raison inconnue, les trottinettes s'arrêtaient en plein trajet. C'est donc, fâcheux, ça. On en rigole, mais ça peut être hyper dangereux. T'imagines, ta trottinette s'arrête, genre elle freine direct et tu te retrouves valdingué au milieu de la route ou au milieu du passage. C'est pas drôle du tout, mais bon, visiblement c'était un problème. Enfin, on savait pas exactement de quoi il s'agit, mais si nos amis suisses utilisaient Lime, et maintenant vous pouvez plus parce qu'il y a eu ce problème en Suisse spécifiquement. C'est bizarre. Est-ce que c'était un hack d'acteurs malveillants qui voulaient donner une mauvaise réputation à Lime? Il fut un temps, je crois que c'était en Angleterre, il y avait un problème avec certaines voitures BMW, je ne sais plus dans quelle région exactement, et où à chaque fois qu'une BMW de modèle récent et haut de gamme passait sur le même col de la même montagne, la voiture s'éteignait. Et c'était un mystère absolu. C'est-à-dire que, et évidemment, c'était pas les possesseurs qui ont compris que c'était un truc systématique. Ils comprenaient juste qu'ils avaient une panne inexplicable. C'est le dépanneur du coin qui, quand même, au bout de la 5e, a dit mais il y a un problème. C'est quoi toutes ces BM série 6, 7 ou 8, je me souviens plus, qui s'arrêtent et que je suis forcé de dépanner. Enfin, et en fait, il s'est aperçu que il y avait non loin de là une station d'observation de la NSA. Qui devait communiquer avec autre chose par un truc qui devait être un faisceau. Et alors évidemment, ils sont allés taper à la porte en disant excusez-moi, mais quelle fréquence vous avez? On leur a dit sortez d'ici, monsieur. Donc c'est genre non, nous n'avons rien à vous dire. Mais voilà, enfin tu sais, tous les bugs sont possibles. Hein. C'est le brouillard électromagnétique, c'est une réalité. Bon maintenant vous savez que la raison pour laquelle Lime, les trottinettes Lime s'arrêtent en Suisse, c'est qu'il y a des bureaux de la NSA qui communiquent. Non, pas nécessairement. Non, mais si, on a bien compris, Cédric. C'est pas ce que je voulais dire. Un autre truc intéressant à propos de hacking, Pawn to Own, qui est c'est un salon ou je sais même plus, c'est une organisation, non, c'est un concours, c'est bien ça, voilà, c'est un concours. C'est un concours en fait où des hackers essayent de trouver des failles sur un certain type de produit spécifiquement, et là ils vont essayer de trouver des failles sur la Tesla Model 3. Alors on pourrait dire oh là là, les hackers ils sont méchants, ils vont essayer de pourrir les Model 3. C'est pas du tout comme ça que c'est vu par les gens qui respectent un petit peu la question de la sécurité. C'est qu'au contraire, ça permet de lever les lièvres, de trouver les problèmes et de les réparer ensuite, puisque c'est bien sûr indiqué, c'est communiqué aux constructeurs, et c'est une pratique qui est hyper importante pour la sécurité, justement, d'avoir des hackers qui scrutent vos systèmes et qui vous disent là où ça va pas. Souvent, vous les récompensez financièrement parce que sinon, ils vont donner
ces informations à des acteurs un petit peu moins bienveillants, on va dire. Oui, parce qu'en plus, il faut voir ce que tu arrives à faire à distance à une Tesla. Enfin, je veux dire, avec les outils livrés avec, j'ai envie de dire. Il y a une fonction, il y a deux fonctions merveilleuses. Il y en a une qui te permet de faire sortir la voiture de son point de stationnement toute seule sans que tu rentres à l'intérieur, et même de la faire rouler, bon, au pas, hein, vraiment très 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 lentement, et voire même de te suivre, hein, ce qui est toujours un truc rigolo. Il y a des vidéos très drôles sur Internet. Donc oui, ça pose des questions. Elle en est où d'ailleurs, la tienne ? J'attends que le modèle suivant, je vous raconte pas ma life, arrive chez nous. Le suivant, c'est celui qui a une batterie de capacité moyenne, parce que sur la Model 3, Tesla a arrêté d'exprimer la capacité des batteries en kilowattheure, juste parce que l'équivalence avec les modèles précédents fonctionnerait pas. C'est-à-dire qu'en fait, des batteries plus petites sur la Model 3 sont plus efficaces que les plus grosses batteries des modèles précédents. Donc j'attends que celle-là sorte. Et là, je pense que je craquerai, surtout que maintenant il y a des crédits ahurissants pour acheter des voitures électriques à moins d'1% d'intérêt, où tu peux choisir de la payer sur 9 ans si tu as envie. Enfin, donc tout à coup, ça te revient moins cher que ce que ça t'économise en diesel, à peu de choses près. Bah, c'est ce qu'il faut, hein, pour que. C'est l'idée, mais pour une voiture qui est quand même pas une voiture basique, tu vois. Microsoft a commencé visiblement, d'après certaines rumeurs, à travailler au fait d'adapter Windows à des appareils pliables ou avec 2 écrans. Alors c'est intéressant parce qu'on parle d'appareils pliables depuis un moment, et puis c'est surtout intéressant parce qu'il y a le fameux projet Andromeda, je crois, qui serait un héritier du courrier il y a plusieurs années, dont la mort prématurée, oui, a attristé l'ensemble de l'industrie tech. Donc ça serait en train de revenir. En tout cas, Windows serait en cours d'adaptation à ces doubles écrans, à ces écrans pliables. Donc encore un indice que ça pourrait arriver. Moi, je veux juste que courrier revienne, mais je sais que c'est pas possible. Bon, c'est Andromeda, ça sera peut-être un courrier amélioré, quoi. Tapez Microsoft Courrier sur Google pour voir à quoi ressemblait ce qui était l'ébauche d'un début d'idée de prototype d'assistant personnel. Enfin, c'était aussi révolutionnaire que le Newton d'Apple quand le Newton est arrivé. Oui. Peut-être aussi tout à fait aussi inadapté que le Newton l'était. C'est ça, exactement. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que le Andromeda sera quelque chose d'un petit peu plus fini, quoi, d'un petit peu plus utilisable que ne l'aurait été le courrier. Bon, on saura jamais. Dernière news, à moitié blague, le post, la photo la plus populaire de l'histoire sur Instagram est une photo d'un œuf qui a été postée il y a quelques jours et qui a éclipsé la photo de naissance de Kylie Jenner, qui est une célébrité aux États-Unis. Paraît-il, oui. On ne sait pas très bien pourquoi. Et c'est une photo d'un œuf. Elle a aujourd'hui 44 millions de likes, comparé à, je ne sais plus, 15 ou 20 millions pour le bébé. Alors, je crois que c'est facile de s'en moquer et de se dire « Ah, mais pourquoi est-ce que les gens aiment un œuf ?» Et c'est... Je comprends ce type de réaction. C'est juste une photo d'un œuf, quoi. C'est un œuf sur un fond blanc et le compte s'appelle World Record Egg. Donc, et il a maintenant 6 millions de followers. À mon sens, c'est une illustration parfaite. Il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, mais j'y souscris. Une illustration parfaite de la nature complètement aléatoire du net et des memes et de ce qui est populaire sur Internet. Oui. Je suis convaincu qu'il y a eu des dizaines, des centaines de personnes qui ont créé un compte à la con, qui ont posté une image débile et qui se sont dit faisons, parce que le message sur cette image c'est établissons un record du monde avec la photo la plus likée d'Instagram, voyons si on peut y arriver, et ça a marché. Et je suis sûr qu'il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui font ça tous les jours, genre super photo, faisons la photo la plus likée du monde, et ça prend jamais. Et pourquoi est-ce que cette photo de cet œuf a fonctionné et pourquoi est-ce que les autres n'ont pas fonctionné ? Il y a sûrement une raison, ou plusieurs, ou 1 million, ou des facteurs, des flux concordants,
Mais on ne sait pas. Oui, c'est ça, des choses qui ont accéléré les choses en termes de partage ou des choses qui ont mieux accroché dans les algorithmes de visibilité des posts d'Instagram, que sais-je encore, ou quelqu'un chez Instagram qui a dit allez, c'est vachement rigolo, on va le pousser en avant, mais d'autant qu'aujourd'hui, évidemment, c'est talonné par la photo d'un citron vert qui aimerait bien rattraper l'œuf. Ah oui, j'ai pas vu le citron vert, d'accord. Ah, mais t'es pas au courant, mec. Clairement. Mais tout ça, est-ce que vraiment tout ça vaut qu'on y perde du temps ? Écoute, non, tu as raison, pas vraiment. J'allais essayer de défendre le fait d'avoir mis cette Non, mais t'as raison de l'avoir évoqué, mais je pense que voilà. Oui, je pense qu'on a fait le job là. Voilà. C'est vraiment c'est random et voilà. Écoute, c'était justement le dernier sujet que je voulais évoquer, donc je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu veux nous dire où on peut te retrouver si les auditeurs se sentent frustrés par la durée trop courte et ils se disent je veux plus de Cédric? Sur Twitter, @Cédric, sur LCI, la chaîne info, canal 26 de la TNT, particulièrement dans la matinale week-end du samedi. Si vous prenez vos croissants aux alentours de 7h50, vous pouvez allumer la télé. Et puis sur lci.fr tout le temps. Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.com et vous pouvez nous soutenir en allant sur iTunes par exemple et en laissant un commentaire comme l'a fait Cinegero qui a aussi laissé un commentaire sur le rendez-vous jeu, c'est très gentil de sa part et il nous dit indispensable, responsable IT, je le conseille à tous mes collaborateurs ainsi qu'aux collègues non IT afin de se tenir informés des dernières technologies, tendances et news de la tech, je le recommande chaudement à l'époque dans laquelle nous vivons. Tout le monde est confronté aux technologies dans sa vie quotidienne et le Rendez-vous Tech est un excellent moyen de connaître et appréhender le monde tech dans lequel on vit sans se prendre la tête. Merci beaucoup à Cinegero qui a laissé ce commentaire sur iTunes en Belgique. C'est l'un des moyens avec lequel vous pouvez nous aider et nous soutenir. Vous pouvez aussi, comme il le dit, en parler à vos amis, parler de l'émission à vos amis et leur expliquer que ça permet de comprendre les choses importantes qui se passent autour de nous sans se prendre la tête, dans la bonne humeur. Franchement, si vous n'avez pas souri au moins une ou deux fois dans cet épisode, je ne sais pas d'où vous venez. Et si vous avez souri, peut-être que cet épisode et l'émission en général vous plaisent pas mal et vous vous dites, allez, c'est le début de l'année, on va prendre des bonnes résolutions, on va soutenir le Rendez-vous Tech. Hop, je vais sur patreon.com/rdvtech et je donne 1 ou 2 ou 3 dollars par épisode, le prix d'un café, le prix d'une chocolatine ou de ce genre de choses. Voilà, ça vous économise une fois par semaine, ce qui vous fera grossir et ça vous permet de soutenir l'émission. Franchement, moi je dis, vous pouvez y aller, ça serait une bonne action tout à fait admirable. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Merci Cédric et merci à Marion. Ciao à tous.